Et aujourd'hui, on va parler de rendement à 7% par an. Devez-vous investir sur les obligations? Vous avez bien entendu, j'ai bien dit 7% par an de rendement. À première vue, cela semble hyper intéressant. Mais déjà, c'est quoi une obligation? Est-ce qu'il y a un risque à détenir des obligations? En France, il y a toujours un couple qui ne divorcera jamais, c'est le couple rendement-risque. En effet, plus le rendement est important, plus le risque l'est aussi. Cependant, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur cette opportunité en or que sont les obligations. Car oui, cette fois, nous verrons que ce couple était à 2 doigts de la rupture. Et avant de commencer ce podcast, je vous demande de nous mettre la note de 5 étoiles, s'il vous plaît, sur les plateformes de Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Cela peut aider grandement notre podcast à prendre de la visibilité. Et si vous n'êtes toujours pas abonné alors que vous nous écoutez, commencez déjà par vous abonner. Et pour ce podcast, nous sommes en compagnie de Joris, banquier privé et expert financier, qui va nous faire le plaisir d'aborder ce sujet des obligations. Merci Joris. Merci de m'accueillir, je suis très content d'être là et d'essayer de démocratiser ce sujet qui peut paraître technique, mais qui est en fait très simple. Et donc commençons par définir ce qu'est une obligation. Eh bien exactement Joris, c'est quoi une obligation? Une obligation, en fait, c'est un instrument financier qui te permet de prêter de l'argent à soit une entreprise, soit un État, une entité gouvernementale, quelqu'un qui a besoin d'argent en fait. Si tu as une obligation, c'est que tu as fait un prêt à une entreprise, un État, une entité gouvernementale. Donc là, tu es en train de me dire que les obligations, c'est tout simplement des prêts. Mais alors pourquoi les entreprises ou les États passent par les obligations? Pourquoi elles ne vont pas tout simplement à la banque pour emprunter? C'est vrai, elles ont les deux choix, soit le prêt classique dans leur établissement bancaire, soit l'emprunt obligataire via le marché. Et quelle est la différence? Pourquoi on va voir le marché plutôt que le prêt classique? Parce que certaines fois, on peut se retrouver bloqué du côté du prêt classique? Il y a ça, on peut se retrouver bloqué, il y a le contexte de taux également. Les taux aujourd'hui sont plus élevés, donc passer par le marché peut avoir un intérêt. Et puis l'octroi du financement est aussi important. Est-ce que ta banque veut t'octroyer un crédit aujourd'hui ou pas? Ok, donc c'est vrai qu'on se tourne vers le marché obligataire, déjà quand la banque dit non, et puis pour aussi avoir deux sources de financement qui permettent de faire entrer des investisseurs, si j'ai bien compris. Exactement, parce que l'obligation, c'est vraiment très proche du prêt. Quand tu détiens une obligation, tu vas avoir droit à plusieurs choses. Tu vas avoir droit à ce qu'on appelle un coupon. Donc, tu as prêté de l'argent à une entreprise. Celle-ci, en contrepartie du prêt que tu as fait, te délivre un coupon, un taux d'intérêt par an. Tu as prêté 100 au taux de 5%. On va te délivrer 5 € par an, parce que tu as un taux d'intérêt de 5%. Et on va te rembourser les 100 à l'échéance? Exactement, tu as fait un prêt sur 10 ans. Dans 10 ans, en contrepartie de ton obligation, on te rendra ton capital. Donc en fait, tu as un gain grâce aux intérêts, grâce au coupon, et tu as un remboursement de ton capital à l'échéance. Donc ça paraît assez peu risqué puisque tu vas choisir des entreprises, des États qui ont la faculté de te rembourser. Et en fait, si tu détiens ton obligation sur sa durée de vie, tu retrouveras ton capital. Et ce type d'instrument financier paraît donc peu risqué. Effectivement, on parle de peu de risques, mais il y a des risques qu'on verra par la suite. Effectivement, en fait, pour résumer, détenir une obligation, c'est un peu comme détenir un prêt in fine que vous pourriez avoir avec votre banque. On vous rembourse des intérêts tous les mois et à l'échéance, ce qu'on appelle la maturité de l'obligation, on vous rembourse le capital prêté. Effectivement, c'est une bonne comparaison. C'est vrai que pour les personnes qui connaissent le prêt in fine, vous allez auprès de votre banque, vous empruntez un capital que vous rembourserez à une date donnée et vous avez des intérêts à payer tous les mois avec l'assurance emprunteur également. C'est exactement presque comme un prêt in fine, effectivement, je trouve que la comparaison est très intéressante. Allez, Joris, pourquoi aujourd'hui je parle de 7% de rendement par an et pourquoi tout simplement est-ce intéressant actuellement d'investir sur les obligations? Alors, quand on parle obligation, il faut regarder les taux. Les taux, vous le savez, depuis fin 2022, début 2023, les taux ont remonté, ils sont aujourd'hui assez élevés. Quand les taux sont élevés, le coupon délivré par les obligations est aussi élevé. Tu me parles de 7% par an, ça peut être le cas, ça peut être un peu moins selon la qualité de l'émetteur, c'est-à-dire selon les facultés de remboursement de l'émetteur de l'obligation. Donc concrètement, ce que tu es en train de me dire là, c'est que si j'investis sur une société qui a de grandes chances de me rembourser, à ce moment-là, le rendement sera moins intéressant que si je fais un prêt à une société qui, elle, a plus de mal à rembourser ses échéances. C'est exactement ça. Tu parlais en introduction du couple rendement-risque. C'est ici qu'on le retrouve sur les obligations, c'est au niveau du taux de coupon. Ok, donc plus le risque est élevé, plus le rendement est élevé. Exactement. Et plus les taux sont hauts comme aujourd'hui, plus le coupon de base est élevé.
Donc ça, c'est la première composante de rémunération des obligations. Il y a une deuxième composante de rémunération qui peut être de vendre ton obligation avant sa maturité. C'est-à-dire en cours de vie, tu peux choisir de vendre ton obligation. C'est pas le cas fréquent, c'est à la marge, mais quand on est dans un contexte de taux élevé comme aujourd'hui et qu'on anticipe une baisse des taux, tu peux jouer la revente de ton obligation avant sa maturité. Alors c'est un petit peu technique, mais je vais t'expliquer pourquoi. Le prix des obligations et les taux varient à l'inverse. Si les taux diminuent, le prix de ton obligation va augmenter. Et donc en plus du coupon annuel que tu obtiendras, tu pourras aussi vendre ton obligation à un prix supérieur à son prix initial. Donc typiquement aujourd'hui, je conseille fortement à mes clients de rentrer sur le marché obligataire puisqu'on a des coupons élevés et qu'on a une possibilité de revente avant l'échéance en cas de baisse des taux à venir. Très bien, Joris. Je vais insister sur ce concept de baisse des taux et donc de hausse des rendements obligataires. Concrètement, si aujourd'hui vous achetez une obligation à 5% de rendement et que demain la même société vous propose 4% de rendement, sur quelle obligation voulez-vous aller? Sur l'ancienne. Et c'est donc pour ça que le prix des obligations des anciennes obligations augmente, car plus d'investisseurs veulent aller sur l'ancienne obligation. Et donc, si le prix augmente, on se rapproche donc des 4% de rendement au final qui sont proposés sur le marché actuel. C'est corrélé, mais c'est inversement corrélé. Exactement. Je peux prendre le raisonnement inverse et me replacer en 2022. Quand les taux ont augmenté fortement, des personnes qui avaient des obligations au taux entre 1 et 2% ne voulaient plus de leurs obligations car les obligations nouvellement émises avaient un taux de 3, 4, 5%. Et donc les obligations à 1-2% ont été délaissées, leur prix a diminué parce que les clients sont allés sur les nouvelles obligations. Donc en 2022, on a eu ce qu'on appelle un crack obligataire qu'on retrouve quand les taux montent très vite. Pour bénéficier de l'effet inverse, on attend que les taux diminuent. C'est une anticipation qui est faite par plusieurs analystes aujourd'hui. Et c'est pourquoi je trouve que les obligations sont un bon placement aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose d'important sur les obligations et quand on rentre dans le technique, on peut faire la différence entre les obligations high yield et les obligations investment grade. Je voudrais déjà savoir ce que ça veut dire, ces deux significations. Et en plus de ça, je voudrais savoir quels sont les rendements qui sont affichés en fonction de ces deux significations entre high yield et investment grade. Donc, on a parlé du couple rendement-risque. Quand on entend high yield ou investment grade, on parle de la qualité de l'émetteur. Du high yield, l'émetteur est plutôt risqué. On tente un coup. Une obligation investment grade, on est sur des entreprises qui ont fait leurs preuves et sur des coupons prévus inférieurs au high yield. Et donc le rendement sur des obligations high yield s'approche actuellement des 7-8%, c'est bien ça, et sur les obligations IG investment grade, c'est entre 4 et 5%, c'est à peu près ça. Oui, de façon globale, c'est ça. Okay. De notre côté, la plupart des entreprises qui travaillent la partie obligataire et qui proposent des fonds obligataires vont essayer de faire un panier d'actions qui va regrouper des sociétés investment grade et des sociétés high yield, ce qui permet d'avoir un rendement estimé entre 4 et 7% aujourd'hui, et ce qui est plutôt un très bon rendement pour le risque pris. Et justement, c'est la bonne transition pour parler des risques. Quels sont les risques quand on investit sur des obligations? Alors moi, ce que je dis à mes clients en premier sur ce sujet-là, c'est que tu achètes une obligation, tu la détiens jusqu'à son échéance. Tu réduis là les risques de façon considérable. Si tu détiens ton obligation jusqu'à l'échéance, ton seul risque, en fait, c'est que l'entreprise à qui tu as prêté ne te rende pas ton capital. En gros, qu'elle soit en cessation de paiement. D'accord, Joris. Et si on a besoin des fonds avant, qu'on a besoin de revendre nos obligations avant, quel est l'autre risque? Donc, si tu dois interrompre ton obligation avant son échéance, le risque est lié au taux. Si les taux ont augmenté, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le prix de l'obligation va baisser et donc tu revendras ton obligation à un prix inférieur de son prix de souscription. D'accord. Et au contraire, par contre, si les taux baissent, c'est peut-être une opportunité pour vendre. C'est une opportunité, comme on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, deux gains potentiels sur les obligations, le coupon annuel et la valorisation en cas de baisse des taux. Et j'ai même envie de dire aujourd'hui que vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes déjà tous investisseurs, ou presque tous investisseurs, dans des obligations. Et oui, car le fonds en euros, ce sont des obligations d'État français. Nous sommes bien d'accord. Exactement. C'est-à-dire qu'au sein de votre assurance vie, de votre plan épargne retraite, si vous avez du fonds euro, ce qui est la norme, la majeure partie des clients ont du fonds euro dans leurs assurances vie, dans leur PER, vous détenez des obligations d'État français. Eh bien, je pense que c'est une bonne chose à dire parce que ça permet aussi de voir que, au final,
on détient déjà des obligations. Allez, on va parler maintenant de quels sont les instruments financiers qui me permettent de détenir des obligations. Sur quels instruments financiers je peux aller, Joris? Et oui, parce que on a parlé de façon assez simple et basique qu'on pouvait détenir une obligation, mais quand une entreprise décide de faire un emprunt obligataire, elle ne toque pas en bas de chez vous et vous pouvez trouver difficilement des informations sur les obligations. Ce que vous aimeriez, ce qui paraît le plus simple, c'est d'investir sur des obligations en direct. Je prends un exemple, une société Total, pourquoi pas, a besoin de fonds, de faire un emprunt obligataire, elle émet des obligations et vous achetez une obligation. Cette forme est assez peu répandue en fait. Et du fait du montant qui est de 100 000 euros minimum, donc la plupart du temps c'est très compliqué d'acheter une obligation en direct. Voilà. Et du coup, quelles sont les autres formes, Joris? Il y a une forme que j'aime bien sur les obligations, c'est ce qu'on appelle les fonds datés ou les obligations datées. C'est des obligations qui ont une date prédéfinie de remboursement, un coupon prédéfini. C'est un peu l'investissement clé en main qu'on vous a présenté dans ce podcast. L'investissement sans surprise. On vous annonce un coupon, on vous annonce une échéance. Vous ne sortez pas avant l'échéance. Vous avez toutes les caractéristiques de votre investissement au moment de la souscription. Et en plus de ça, sur les fonds datés, et c'est vrai qu'on en propose à nos clients au sein de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, les fonds datés, quand on investit sur un fonds daté, on investit dans une société de gestion qui va faire son fonds daté. Elle va donc choisir des sociétés qui sont investment grade, des sociétés high yield. Vous avez le choix aussi de vous positionner sur certains fonds datés qui vont être plus à risque ou moins à risque. En plus de ça, à l'intérieur d'un fonds daté, le gérant va se couvrir contre certains risques de défaut des émetteurs. Bien sûr, ça a un coût, ce risque, mais le rendement proposé est net du coût du risque. Donc concrètement, si le fonds daté vous propose un rendement 6 ou 7% actuellement, ce rendement, il est avec un risque pris en compte, sinon il serait supérieur. Donc c'est vrai que ça peut être hyper intéressant aussi de se couvrir contre certains risques émetteurs. Exactement, la sélection de l'obligation datée est primordiale et je sais que tu le fais très bien. Exactement. Dans notre métier aujourd'hui, c'est de diversifier les fonds datés. N'allez jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. Mais on a de très belles sociétés de gestion qui travaillent cette partie-là et qui proposent des rendements excellents allant de 4 à 7-8% aujourd'hui. Et aujourd'hui, Joris, est-ce que tu peux nous donner d'autres instruments financiers? Oui, l'autre instrument financier qui existe, à l'inverse des fonds datés ou des obligations en direct qui te délivrent ce coupon-là par an et qui te rembourse le capital à l'issue, tu peux rentrer sur le marché obligataire grâce à des trackers, des ETF qui en fait répliquent la performance du marché obligataire, qui répliquent un panel de fonds en fait, et qui suivent donc la courbe des taux à l'inverse. Avec ces trackers-là, tu ne perçois pas ton intérêt annuellement, tu ne perçois pas ton coupon annuellement, mais tu suis le marché obligataire. Donc comme on l'a vu aujourd'hui, où on se place dans un contexte avec des anticipations de taux à la baisse, si tu prends un tracker obligataire, tu as des chances de voir ton tracker monter en cas de baisse des taux. Exactement. Donc c'est vrai que le tracker obligataire ne donne pas de coupons, mais par contre, la performance cumulée du tracker inclut les coupons. Exactement. Donc c'est vrai que c'est une autre forme pour investir sur les obligations. On n'abordera pas les dernières formes qu'il existe, comme les produits structurés qui incluent des obligations à l'intérieur, ou d'autres formes encore auxquelles on ne penserait pas aujourd'hui. On va parler maintenant des enveloppes. Dans quelle enveloppe on peut détenir les obligations maintenant qu'on a choisi nos instruments financiers, maintenant qu'on a choisi nos placements, où est-ce qu'on les met? Est-ce qu'on les met dans une assurance vie, dans un plan d'épargne retraite, dans un PEA, dans un compte titre? Où est-ce qu'on peut mettre nos obligations? Question super intéressante. Comme dans tout placement financier, le support de détention va induire la fiscalité appliquée. Le premier support de détention des obligations, c'est le compte titre. Il a un intérêt, le compte titre, c'est que pour les clients, pour les investisseurs qui ont besoin de compléments de revenus, le coupon de l'obligation va tomber directement sur le compte courant, sur ton compte titre. L'inconvénient de cette forme de détention, c'est que tes coupons seront imposés à 30% à la flat tax. Donc, si tu as un coupon de 5%, il sera brut de fiscalité auquel tu retrancheras 30%. Beaucoup plus intéressant, l'assurance vie ou le PER. Deux enveloppes fiscalement avantageuses qui permettent de détenir des obligations. Les coupons vont être versés à même ce support et la fiscalité ne sera due qu'en cas de rachat. Donc, tu fais du levier fiscal grâce à ces solutions. Et c'est vrai que ces deux solutions, on les a abordées dans plein d'autres podcasts. N'hésitez pas à aller écouter d'autres podcasts sur ces sujets, parce que c'est vrai qu'on ne va pas aborder l'enveloppe précisément. Et si vous voulez comprendre la fiscalité de manière très précise, allez voir d'autres podcasts. Des investisseurs m'ont déjà aussi demandé de détenir des obligations sur le PEA. Attention, erreur, PEA, plan épargne en action de son acronyme, on détient uniquement des actions. Donc vous vous enlevez ça de la tête. Si vous voulez faire des obligations, assurance vie, PER,
compte titre, pas de PEA. Et bien sûr, il est possible, tout comme les actions, de détenir des obligations en direct. C'est juste bien plus complexe. Et effectivement, on en revient au seuil d'investissement qui est très élevé. Oui, on parle souvent du million. Quand je vous dis 100 000 euros, c'est même du million. Et Joris, j'aimerais que tu rappelles deux choses très importantes. Quand on investit sur des obligations, tout comme quand on investit sur des actions, quelles sont les choses à rappeler à nos auditeurs? Donc la première chose, vous l'aurez compris, on est convaincu que cette classe d'actifs est avantageuse dans les mois et les années à venir. Cependant, une des règles d'or en gestion de patrimoine est de diversifier ses actifs. Donc on ne met pas all-in sur les obligations, on diversifie ses avoirs. La deuxième chose à avoir en tête, c'est qu'un investissement n'est pas sans risque. Comme dans tout investissement, il y a des risques quand on investit en obligations. Par exemple, que la société émettrice ne rembourse pas sa dette, que les taux évoluent à la hausse et que vous souhaitiez vendre votre obligation avant son échéance. Effectivement, c'est très important de rappeler ces deux choses, diversification et risque pris. Quand on investit sur des obligations, le risque est moindre que les actions, mais il existe tout de même un risque, on le rappelle encore une fois. Eh bien écoute Joris, je te remercie pour ce podcast car effectivement on a pu aborder les obligations de A à Z et pour en savoir plus, c'est simple, vous n'avez qu'à prendre rendez-vous avec notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine et nous pourrons effectuer des placements ensemble sur des obligations et plein d'autres classes d'actifs comme l'a rappelé Joris, il faut diversifier vos placements. Merci beaucoup. Et si vous avez encore une fois apprécié ce contenu et que vous souhaitez qu'on continue, nous, à inviter des experts financiers, des ingénieurs patrimoniaux, des avocats fiscalistes, des notaires, alors aidez-nous en nous mettant la note de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer, la plateforme de votre choix, et surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et enfin, pour aller plus loin, vous pouvez aller écouter l'épisode 60, les opportunités à ne pas louper en 2024 sur votre assurance vie. On reparlera des obligations, mais on va parler également d'autres classes d'actifs. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.